Aimables téléspectateurs, bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission communément appelée Mon Histoire. Mon Histoire, cette émission qui a été conçue pour retracer le parcours de toute personne, de tout citoyen congolais qui a excellé dans ce domaine. Certes, il y a des émissions qui sont là pour promouvoir de personnalités politiques ou des artistes musiciens, mais nous évoluons ou nous travaillons dans la logique de faire valoir ou de faire valoir les personnes ou les personnalités congolaises moins connues ou connues, mais qui n'ont pas peut-être atteint la logique dont certaines personnes veulent voir sur la sphère politique ou sportive ou culturelle en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, nous recevons pour vous un acteur politique, mais aussi entrepreneur. Il s'agit bel et bien de M. Yves Oussain Makela Toutonda. Il a été candidat gouverneur au Congo central. Il a fait beaucoup de preuves dans certains domaines de la République démocratique du Congo. Pour ne pas monopoliser la parole ou essayer de mieux étaler son CV, je veux déjà l'adresser la parole pour qu'ensemble avec lui, vous et moi puissions découvrir ce qu'il a déjà eu à faire et ce qu'il pense à faire en République démocratique du Congo. Monsieur Yves Makela, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Goma. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Oui, ça va. On se retrouve encore quelques années passées. Oui, après tant d'années. Nous vous avons accompagné en tant que candidat gouverneur au Congo central. Nous voyons ce que vous faites en tant que jeune entrepreneur en République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous voulons à ce que vous puissiez dire aux Congolais qui vous êtes exactement. C'est un exercice assez difficile parce que, bon, je vais m'y prêter. Je suis Yves Oussain Makela, comme vous l'avez dit, fils de Léon Makela Mampukuta et Wumba Diakese Hélène, décédés les deux, j'ai perdu mes deux parents, père de famille, marié et acteur politique, comme vous l'avez dit, entrepreneur. Voilà, acteur politique et entrepreneur, c'est le jeune Congolais qui vous regarde, qui aspire peut-être un jour devenir monsieur, euh, comme nous avons l'habitude de le dire en République démocratique du Congo, c'est-à-dire on appelle monsieur celui, cet homme qui a des ambitions, qui cherche à aller le plus loin possible. Aujourd'hui, s'il fallait que nous puissions parler de votre formation, c'est-à-dire votre cursus scolaire, académique et votre cursus professionnel, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de vous? Ben, brièvement, j'ai un double master, un en droit public international et un autre en droit éco-gestion, qui est plutôt un master en management et en finance. J'ai fait mon école primaire à Monseigneur Bokele Allé, j'ai fait une partie de l'école secondaire à Lisanga, j'ai fini au lycée bilingue Claude Mafema à l'UPEN, j'ai fait l'UPC, l'Université protestante au Congo, et je me suis retrouvé en Europe où ça a été un parcours de combattant. Pour la petite histoire, c'est que j'ai une casquette de travailleur, d'ouvrier aussi. Lorsque j'ai fait mes premiers pas en Europe, comme on dit, Koluka Mukanda, Ezo Lukama, tout ça et tout, il fallait faire des petits jobs, mais je me suis retrouvé dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, j'ai fait le métier l'un des métiers les plus durs du bâtiment, parce que c'était le moins demandeur en termes de papier administratif. Donc, je me suis retrouvé à faire de l'échafaudage. Donc, je pars de fac de droit, je me retrouve en Europe. Il faut bêta Liban. En fait, caillou. Il faut bêta caillou. Caillou en gros, il faut il faut dans la doc. Donc, ezate, mais place bazoka batu, ezali na misala ya maboko. Alors, échafaudage, ezali qui on a exigence limitée parce que tu pouvais ne pas avoir Mukanda au Sali, mais à l'époque, donc franc français tu quota aussi là euro. Je pense que ton nom se retrouvait là-bas aux Osala Moussalos à 30 euros d'un jour en tant que sans papier, là où on pouvait payer 70 euros, 100 euros. Donc je me suis retrouvé là très vite, j'ai compris le métier, je me suis retrouvé chef d'équipe
Et j'ai fait une formation dessus et figurez-vous, c'est ce métier-là qui a payé la continuité de mes études. L'intégration en Europe, c'était facile? L'intégration, moi je suis quelqu'un d'assez... j'ai eu des formations assez transversales, une éducation qui me permet d'être un citoyen du monde. J'ai pas eu de problème d'intégration partout où je suis allé à travers le monde. Mais reculer, faire des tâches assez difficiles qui pour d'autres sont des tâches ingrates, il faut avoir un mental qui soit solide. Parce que je me souviens que j'ai rencontré des gens dans le chantier qui me pointaient du doigt et qui vont te dire, mais ah, ouais, c'est quelque part, si tu n'as pas eu une formation préparée, parce que je me dis que je remercie mon père, parce que lorsque mon père m'a amené dans les champs au village, par exemple, il nous disait que... Ah, vous allez quand même au champ dans les temps? Oui, oui. Moi, chez moi, c'est une kamba, donc c'était le chemin où on allait tout le temps. Okay. Mon père nous disait, tout ce qu'on ne peut pas arracher à un homme, c'est ce qu'il a dans sa tête. L'argent, les biens, tout ça, ça part, ça vient. Donc, j'ai vécu avec un état d'esprit où je n'ai pas honte. Je suis un monsieur qui peut autant monter dans un avion en première classe que monter sur un Wewa sans pour autant avoir de difficultés. Ça m'a aidé tout au long de ma vie et ça m'a permis de m'intégrer autant en France que dans tous les métiers les jobs que j'ai pu faire pour avoir la possibilité de nourrir ma famille, d'élever mes enfants et d'avoir cette dignité que je pense avoir aujourd'hui. En Europe, vous vous êtes retrouvé dans les circonstances dont vous venez d'évoquer. Mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous dire que vous deviez revenir en République démocratique du Congo? Bon, déjà, mon départ, quand je partais pour l'Europe, j'allais pour me documenter en vue de finir un travail que je faisais. Okay. Et arrivé là-bas, les réalités de la vie, j'avais plus mon père. La famille m'a convaincu, m'a dit, mais au lieu à Tikala, va à Mukanda, comme ça tu pourras venir quand tu veux. Donc, je pensais que ça serait automatique, mais ça a pris du temps. Okay. Et le temps que ça a pris, ça m'a permis d'y rester, de m'intégrer. Mais il faut dire que mon esprit n'est jamais resté en Europe. Tout le temps où je suis resté en Europe, j'avais derrière la tête l'idée qu'il faut que je reparte chez moi, que je me forme, que j'apprenne et que je revienne peut-être partager des expériences avec mes compatriotes qui sont ici. Donc là, ça va faire 9 ans que je suis revenu. On peut pas être mieux que chez soi. Chez soi, oui. Vous êtes revenu 9 ans après. Est-ce que ça a été facile de revenir à Kinshasa? Les gens apparemment marchent à sens contraire. Vous revenez d'un peu de l'Occident où il y avait, je dirais, tout est réglo. Revenir en République démocratique du Congo, comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé en 2 fois. La toute première fois, j'ai décidé de rentrer, c'était en 2010. En 2009. Donc, je rentre en 2009. Je trouve du travail dans une banque de la place. Je commence à travailler. Mais je réfléchissais en tant qu'Européen, donc comme un petit Français. Il y avait un certain nombre de choses qui s'y passaient que moi, je n'acceptais pas, en fait. Et j'ai posé certaines conditions qui ont fait que ce travail, je puisse après le lâcher. Donc, et la deuxième fois, je suis revenu définitivement là, c'était en 2017. Donc, je suis revenu en 2009, je suis resté à peu près jusque vers 2011. Et puis après, je suis revenu définitivement en 2017, après avoir suivi un autre cursus, un autre master. Après avoir suivi un autre master, je suis revenu m'installer définitivement en 2017. Depuis que vous êtes revenu, on va essayer d'étaler votre CV, pas le détailler, mais je vais quand même évoquer certaines fonctions que vous avez occupées. Vous avez été directeur de projet chez ABC Consulting, vous avez été expert dans la commission ad hoc de la mise en place du FONAREV, vous avez été conseiller en communication et en vulgarisation des droits de l'homme au ministère des Droits humains, assistant du chargé de mission du chef de l'État à la présidence de la République, mais chargé des projets événementiels et assistant des productions plutôt, chez Atmosphère. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas des fonctions cumulatives, mais ça prouve à suffisance que vous avez connu un échelonnement. Vous avez commencé quelque part, vous avez gravi ces échelons
jusqu'à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes Congolais qui aspirent aussi faire évoluer dans ce sens-là? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse reste dans des histoires un peu ternes, c'est-à-dire, alors que je le dis en lingala pour que ça puisse toucher un peu tous les Congolais. Mais en vous regardant, en se regardant votre CV, on sent qu'il y a de l'échelonnement. Je n'ai même pas étalé le tout parce que j'ai quand même vu tous les CV. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune qui aspire aujourd'hui, évoluer aussi bon, pas dans le même domaine que vous, mais prendre quand même de l'ascendance, c'est-à-dire commencer par 1, aller à 2, aller à 3, jusqu'à devenir de grands messieurs en République démocratique du Congo? Bon, je ne sais pas si la notion de grand monsieur devrait être liée au parcours, mais je pense que depuis toujours, j'ai toujours prêché. Je veux déjà parler de la diaspora. Depuis toujours, j'ai toujours prêché à mes amis de la diaspora, notamment de la France où j'ai évolué, de revenir au pays. Okay. C'est vrai que certains aujourd'hui m'opposent le fait que Yves, on peut revenir, mais rien que la situation politico-économique du pays n'est pas bonne, comment on fait pour s'intégrer? Les gens pensent qu'il faudrait forcément avoir un piston quelque part pour passer, mais je pense que la force de la conviction est le plus important. Okay. Lorsqu'on a la détermination et on sait où on veut aller, tout ce que l'on peut vouloir établir, on monte une stratégie. Donc, je demande toujours aux gens de pouvoir revenir, ça c'est pour ceux qui sont à la diaspora, d'emmener leurs compétences, d'emmener leur expérience qui nous sert aujourd'hui, qui nous manque d'ailleurs aujourd'hui au Congo. Alors pour les Quinois, je sais que c'est difficile. C'est difficile de prodiguer des conseils à des gens qui sont des bâtons. Parce que quand tu disais tout à l'heure, Moutabeti Libanga, c'est des fois pour faute de mieux. Moi, j'ai bien des motos que j'ai pris et sur la moto, tu te retrouves avec un licencié. Il te dit, Naluki Moussala na vite, moto. Mais la différence qu'il y a, le gap qu'il y a, c'est que des fois, le problème que moi je fustige, c'est que même dans notre administration, on recrute des gens qui ne sont pas assez compétents et on laisse ceux qui sont compétents. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui sont pétris de compétences, pétris d'expérience, qui peuvent accompagner la réalisation des grands projets ou d'un meilleur état de la santé du pays, mais qui sont délaissés juste parce que même soit à booster. Donc ces défis-là sont réels, mais il faut juste continuer à oser. C'est peut-être pas la première fois, pas la deuxième fois, c'est peut-être au bout de 10 fois pour au moins que et il y a des gens aujourd'hui qui recrutent sur base de compétences, sur base de CV. Et ça existe. Donc, je ne donnerai pas un conseil global, je dirais que la persévérance est la clé de tout. C'est qu'il ne faut pas se décourager, même quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut continuer et foncer. Je dirais pas que je suis un politicien abouti ou un entrepreneur abouti, ça serait prétentieux. Mais je me bats et je crois que les écueils que j'ai eus tout au long de mon parcours peuvent me conduire à donner des conseils à des gens parce que j'ai été à la rencontre de toutes les classes de la vie politique de mon pays. Du plus petit au chef de l'État, j'ai rencontré, je crois, croisé tout le monde. Alors je crois que je peux avoir un petit conseil à donner, c'est persévérance, travail et sérieux dans ce que nous faisons. Mais vous-même, dans la logique de l'exécution de ces fonctions que vous avez occupées, qu'est-ce que vous avez connu comme difficulté ou qu'est-ce que j'ai connu comme difficulté? Nous sommes un peuple très exigeant. Ça, c'est un fait. Mais les difficultés que je peux relever ne sont pas d'ordre personnel. Sont des difficultés d'ordre global. Hein, telles que, vous voyez, injustement, par exemple, on parle de tribalisme. Mon attribut, par exemple, aujourd'hui, on dit que voilà, le peuple kassaïen est tribal. Mais lorsque vous entrez dans la réalité des faits, vous irez dans un ministère où le ministre est né Congo, la majorité des gens que vous allez voir là-bas, c'est les Bakongo. Vous irez dans un ministère où le ministre titulaire
et du Bandundu, vous allez voir pareil. Il y a des rares exceptions où vous voyez que les gens font ce qu'on appelle de la politique, de la géopolitique au sein de leur cabinet pour recruter. On est une population qui nous concentrons surtout sur les origines pour recruter, alors que c'est des choses qu'il faudrait peut-être bannir ou déplorer. Autre chose, c'est que nous avons trop de grands projets sans pour autant être focalisés sur des choses objectives et pouvoir les emmener à bout. Ce qui fait que même aujourd'hui, lorsque vous voyez tout ce qui a été lancé comme projet dans la ville de Kinshasa, on a plein de projets ouverts, mais généralement aucun n'est fini. Parce que comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint. Voilà un peu les difficultés qu'il y a eu dans l'exécution de certaines tâches ou missions liées aux fonctions qui sont liées à l'État. Voilà, nous allons parler de vous en tant qu'acteur politique. Oui. Je le dis dans mon annonce, vous avez été candidat gouverneur dans le Congo central. Personnellement, je vous ai accompagné pendant la campagne jusqu'à ce qu'il y ait eu l'élection. Nous avons vu ce qu'il y a eu, mais vous-même, de vous-même, à ce jour, vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est vrai, quand une équipe va dans une bataille ou dans une guerre, la logique, c'est la victoire. Oui. Et comment est-ce que vous avez dû digérer, j'appelle ça, je vais appeler ça cette défaite, parce que c'était comme ça qu'on s'était lancé. On a fait partie de votre équipe. En ce jour, à cœur ouvert, je voulais que vous puissiez dire aux Congolais qui vous suivent, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Monsieur Ngoma, en fait, je crois, la première des choses, c'est une désillusion, parce que j'avais cru, et je vous le disais, qu'on pouvait aller dans une élection sans pour autant compter sur l'argent qu'on mettait sur les députés. C'est pas un secret de polichinelle, on le sait tous qu'aujourd'hui, pour obtenir des voix, il faut payer. Et moi, je m'étais basé sur le projet de 3 ans que j'avais mis à mettre en place. Okay. Je me disais que pendant plusieurs années, on a eu une même logique, mais les résultats ont été décevants et qu'il fallait peut-être avoir une autre approche. Mon approche à moi, au début, c'était celle de pouvoir réunir tous les candidats et de demander qu'on ait comme des primaires entre nous pour voir qui a le meilleur projet, qui a le meilleur projet, qui a pas le projet, qui a le meilleur profil pour pouvoir diriger la province et relever le défi de la province. Mais cela n'a pas été fait parce que les politiques ont pris le devant. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on fait campagne. Moi, j'étais accompagné par un parti politique et je pense que avec le parti, on n'a pas suivi ce que les autres ont fait. Okay. Parce que je me retrouve, je vais citer peut-être un nom, je me retrouve 2 jours avant les élections. J'ai parlé à tous les députés. Je leur ai montré le bien fondé de ce que moi je voulais emmener comme changement, comme progrès au sein de la province. Ils étaient quasiment tous d'accord, mais tous avaient un même langage, c'est que tout le monde donne quelque chose. Alors. Tout le monde donne quelque chose et toi tu nous donnes quoi? Toi tu nous donnes quoi? Ok. Bon, on a fait qu'on a eu. Donc je comptais aussi sur les apports financiers des partenaires. Alors les partenaires ont promis de pouvoir accompagner. Donc je me retrouve 2 jours avant les élections. Ça, j'ai jamais parlé de cette histoire. Il y avait moi, il y avait mon ami, un de mes amis qui m'avait motivé pour aller aux élections, Joe Diatomba. Et on s'est retrouvé chez le président de l'Assemblée provinciale. À l'époque, c'était Jean-Claude Wemba. Il prend son téléphone, il me dit, ne pense pas que je ne veux pas t'accompagner parce que je le connaissais depuis un moment. On l'a accompagné lorsqu'il montait son parti MPCR, pas moi, mais mes frères. Il me dit, je veux que tu passes. Mais moi, à moi seul, je ne peux pas te faire passer. Okay. Il y a des exigences que les députés ont données. Mais si tu veux, laisse-moi appeler le président de ton parti, lui faire part de ce que il y a comme carte dessous de carte sur la table, 2 jours avant les élections. Donc il prend son téléphone, il appelle le président de mon parti, qui est aussi un frère pour moi. Il lui dit, je suis avec Yves ici. Non, il lui dit pas qu'il est avec moi.
il lui dit pas. Il lui dit, je t'appelle pour savoir, mais comment on fait pour Yves? Moi, j'ai un bloc de 10 députés. On m'avait recommandé un candidat X, qui était d'ailleurs passé gouverneur, mais on peut tous qu'on voit qu'avant on a deuxième tour. Voilà comment la politique se passe dans ce pays. Donc c'est plus un débat d'idées, c'est maintenant du marchandage. En fait, les politiques décident de l'avenir. Ils décident de l'avenir de la province. Okay. Mais il faut retenir tellement de temps. Ce faut tellement de temps. Toujours les qui savent en deuxième tour. Bon, on a deuxième tour, pas potana. Alors, le président de mon parti n'était pas là. Il était à l'étranger. Il promet de pouvoir faire quelque chose. Mais jusqu'aux élections, cette chose n'avait pas été faite. Donc, je me suis retrouvé avec des gens à qui on avait promis quelque chose, malgré moi, parce que c'était pas le chemin que moi je voulais suivre. Mais la politique l'exigeait et continue à l'exiger jusqu'à présent. Donc, ils ont promis, ceux-là ont attendu, l'enveloppe n'est jamais arrivée, et voilà. Donc, c'est pas parce que on n'était pas force de proposition. D'ailleurs, vous voyez, je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe dans la province. Je ne sais pas le mandat qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez essayé d'évaluer. Je pense que nous sommes en train de régresser. Oui, la province est en train de... Oui, nous régressons de façon globale. De façon globale. Et je suis parmi ceux qui pensent que le chef de l'État devrait prendre son courage de nommer les gouverneurs. Qu'il n'y ait plus ce simulacre d'élections qui font perdre de l'argent aux gens. Et puis après, pour rembourser, ce sont les caisses de l'État qui doivent être dévalisées pour pouvoir rembourser. C'est pas un bon système. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je me dis, s'il faut qu'il y ait des changements du point de vue constitutionnel... Nous allons invoquer ça. Ouais. Quand nous allons... Alors, après ce qui est arrivé, comment vous vous êtes réunis? C'est vrai que moi, quand je parle, je vous pose cette question, j'étais moi-même témoin. Ouais. Le quartier général était silencieux pendant des jours, personne ne savait regarder en face un ami, c'était vraiment compliqué. Alors, tout le monde aspirait à l'idéal que vous avez fait voir aux autres. Et vous, déjà, ceux qui vous ont accompagné étaient tristes. Comment vous-même, vous avez dû gérer cette situation? Il fallait déjà remonter le moral des gens. Parce que, vous savez, à un moment donné, on m'a demandé de laisser tomber, de lâcher. On me trouverait un poste ministériel en province et tout. Je suis assez idéaliste. J'avais dans mon équipe des papas de 70 ans, de 60 ans, de 50 ans, qui ont cru et m'ont suivi. Imaginez-vous, à ces gens, vous dites qu'on a un idéal et on lâche en chemin juste parce que je veux satisfaire une ambition. C'était pas une ambition, c'était un projet que je portais pour un peuple. Et sur base de ça, je leur ai dit, allons jusqu'au bout. Même si nous aurons 0 voix, parce que nous n'avons pas donné de l'argent, allons jusqu'au bout. Faisons savoir aux gens ce que nous valons par rapport au projet que nous portons. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que le Congo de demain sera un Congo meilleur où les compétences vont prendre le dessus sur l'argent ou la concussion ou la corruption. Et ce Congo-là que nous voulons idéaliser, que nous idéalisons, nous espérons qu'il va arriver et que nous aurons un rôle à jouer et que les choses seront différentes. Et cette image-là, nous avons voulu la garder dans la tête des gens et c'est comme ça que nous sommes allés jusqu'au bout. Et c'est comme ça que les gens se sont dit et continuent à nous dire Yves, c'est pas trop tard de changer les choses, de changer les paradigmes, comme on le dit. Donc, on continue à observer, on continue à travailler. Nos faiblesses, on continue à y travailler pour pouvoir un jour aider, si pas nous-mêmes, mais aider la province à aller de l'avant. Après cette histoire, c'est la dernière question concernant votre candidature au Congrès central. Apparemment, il y a eu un silence. Est-ce que vous avez renoncé à la politique ou vous travaillez en sourdine pour rebondir à plus tard? Non, je n'ai pas renoncé à la politique. D'ailleurs, j'ai été candidat député dans le Cataract. J'ai été candidat député national dans le Cataract et pour le compte de l'Union Sacrée. Et je continue à militer à ma façon. Vous savez, moi, ma façon d'accompagner mon pays, c'est pas de passer à la télévision, dire que tel est puissant, tel est fort, on fait ceci. Je réfléchis beaucoup et je mets en place beaucoup de projets qui sont des projets porteurs d'avenir. Lorsqu'on a fait notre première émission, par exemple,
je vous parlais d'un projet sur l'installation d'une drague, oui, pour la CVM. À l'époque, j'ai confronté le DG de la CVM dans le cabinet de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, en matière d'investissement. Je lui disais au DG qui prenait la décision à l'époque d'acheter une drague vieille de plus de 30 ans à plus de 10 millions d'euros pour le Congo. Je disais à ce DG, vous ne pouvez pas marquer l'histoire en posant des actes comme ça. Acheter un appareil qui n'a aucune valeur vénale, qui ne peut pas être mis en garantie et dépenser autant d'argent, alors qu'on avait un plan de redressement bien établi pour cela. Elle a fait la tête dure, elle est allée dans son projet, cette drague est arrivée, elle n'a jamais fonctionné en RDC. Okay. Et au moment où je vous parle, le projet que j'avais initié il y a 6 ans est en train d'être mis en application. Donc ça veut dire qu'on a perdu 6 années, alors qu'on aurait pu faire ce que nous demandions à l'époque, juste parce que les gens étaient de mauvaise foi ou parce que les gens voulaient gagner. Donc c'est des choses comme ça qui ralentissent et qui ne font pas avancer les projets que le chef de l'État veut mettre en place. Il y a toute la volonté qu'on veut, le chef veut qu'on aille de l'avant, mais qui sont les personnes qui portent les projets qu'on veut mettre en place? Est-ce qu'ils pensent à la population ou ils pensent à leur enrichissement personnel? C'est là la différence des acteurs politiques qu'il y a dans ce pays. Et moi, je fais partie de ceux qui réfléchissent et pensent à comment faire avancer le pays à travers divers projets. Voilà, merci beaucoup. Nous avons essayé de brosser votre volet politique, mais nous allons prendre aussi votre volet en tant qu'entrepreneur. C'est vrai que vous entreprenez dans plusieurs choses, mais qu'est-ce que les gens doivent retenir exactement de Yves Makela, l'entrepreneur? Bon, je vous ai parlé d'un projet que j'ai lancé qui est en train de se mettre en place. Oui. Avec la société Congolink, nous avons lancé un deuxième projet qui était celui du Wi-Fi métropolitain, qui était un contrat que j'avais signé, un partenariat avec l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila. Mais la Covid a fait que ce projet soit arrêté. Là, je suis dans un projet de restauration, de transformation d'espaces publics que j'ai fait avec certains autres acteurs économiques de la place. J'en viendrai, j'en parlerai parce qu'il faut quand même que j'en parle aussi parce que ça me tient à cœur. Et je suis en train de lancer avec la Rimokine, un projet de viabilisation des baux et loyers, un projet de viabilisation du métier de courtier et de ce qu'on appelle des commissionnaires. Okay. On veut régulariser, j'ai écrit et j'ai protégé ce projet, on veut régulariser ce secteur des commissionnaires pour protéger à la fois les bailleurs et protéger les locataires dans la ville de Kinshasa. Donc c'est un projet qui est sur la table, qui va aider la ville de province de Kinshasa à capitaliser non seulement de l'argent, mais aussi à pouvoir avoir une base de données solide de qui habite où, à quel moment. Vous savez, dans des pays organisés comme en Belgique, lorsque vous prenez une adresse, c'est la police qui passe pour vous identifier, pour savoir, Monsieur Ngoma, vous habitez à telle adresse, depuis telle date, on sait identifier chaque personne. Avant de passer à un grand recensement, on a des outils qu'on peut utiliser pour identifier les gens, pour éviter pour le bac. Ah, bah, rebello, bah, kotaki, bah, vandagi na ndaku songolo, bah, vandagi na nini boé. Donc, on a pensé à ça, et c'est sur la table. Je crois que dans pas longtemps, je verrai le gouverneur pour ce projet. Et un deuxième projet que, en tant qu'entrepreneur, que je ramène avec un groupe de Français qui ont qui ont construit une grosse machine qui est un engin qui permet à transformer de la matière plastique en biocarburant. Okay. Donc, bah, plastique au baloko tapa, 1 kilo, il met 1 litre d'essence et ils ont l'économie mopo circulaire. Okay. Donc, c'est ça que je suis en train de finaliser les contrats avec ces équipes-là. Dès que je finis, je passerai pour le présenter au besoin, faire un projet pilote dans les communes les plus sales de la capitale pour voir comment on peut réduire la pollution et puis réduire les déchets plastiques de la ville. Ce sont les deux projets qui sont sur la table en ce moment de ma société. Les projets qui sont sur la table, mais parlons de ce qui a déjà existé. Ouais. Je vois Royal Garden qui est sur la place Royale.
Nous avons vu l'inauguration, bien que on n'était pas présents, mais nous avons quand même vu sur la toile, c'est chaque jour qu'on avait une publication sur Royal Garden. Dites-nous un peu d'où est venue cette idée de créer Royal Garden. L'idée n'est pas venue de moi. Moi, Royal Garden, j'ai été appelé comme investisseur. Ok. C'est des gens c'est un ami que je connaissais qui m'a dit, voilà, on veut transformer tel espace parce que c'était un dépôt d'ordures. Okay. Et ils m'ont dit, on veut transformer, faire un endroit pour que les gens se reposent. Est-ce que tu peux investir? Donc, j'ai investi dedans parce que c'était une belle opportunité vu l'emplacement de Royal. Et les résultats sont là. Je pense que dans la boucle, vous verrez les images d'avant et d'après, comment ça a été transformé. Il y a eu beaucoup de combats parce qu'à un moment donné, le gouverneur de la ville actuelle voulait casser cet endroit. Mais nous nous sommes battus en impliquant notamment la première ministre, le ministre de l'Intérieur, qui ont compris le bien fondé de cet endroit et qui nous ont permis de continuer à exploiter. Mais là où j'ai un peu de mal, c'est que tout ce que les gens me disaient toujours, c'est que Congolais, ça m'en a raté. Vous voyez, on a un problème entre nous, frères congolais, à pouvoir faire des business ensemble. Peu de gens ont des difficultés à pouvoir dissocier l'argent d'une société et l'argent de leur poche. Et vous voyez ça partout, hein. Même les Congolais en France qui ont eu des entreprises se sont comportés comme ça. Vous laissez la gestion à un Congolais, il a tendance à croire que kanyaka mbongo ya libenga ya société eza mbongo ya poche na ye. Et azo confondre en haut au détriment même il y a associé mosusu. Et vous verrez ça même dans les entreprises de l'État. Qu'un directeur général qui confond l'argent qui est destiné à la société avec ses propres biens. Et dans d'autres cieux, ce sont des choses qui sont vues à l'œil et suivies à l'œil pour lesquelles on arrête, on interpelle les gens. Donc je suis tombé sur ça, mais malheureusement, la gestion a été confiée à un des associés qui a simplement confondu l'argent de la société avec l'argent de sa poche. Pour dire que même les comptes de la société étaient logés sur ses comptes personnels. Au point où c'est devenu réclamer mon argent est devenu un problème. Tu le sais parce que tu as vu sur la toile, il y a des agents qui avaient été virés qui ont fait publier des articles. Oui, et moi j'en parle aujourd'hui parce que même sécuritairement, c'est devenu dangereux pour moi. J'ai investi dans un business où c'est une question d'argent, c'est pas une question politique, mais je me suis retrouvé jusqu'à la nerf avec des accusations telles que j'ai insulté le chef de l'État, j'ai des acquaintances avec le M23, je me suis retrouvé jusqu'au CNS pour rien que parce que je demandais mon argent. Vous voyez? Et ça fait mal. Je suis un Congolais lambda, mais je pense que j'ai quand même côtoyé la sphère politique de ce pays. Si je n'avais pas des évidences du fait que je ne suis pas contre le chef de l'État aujourd'hui, peut-être qu'on aurait monté un dossier sur moi où je serais emprisonné par des gens de mauvaise qualité et de mauvaise foi. Et ce sont ces genres de personnes qui, dans notre société, n'aident pas le chef de l'État. Après, lorsqu'on critique, on ne les voit pas eux. On accuse directement Tshisekedi. Et le pauvre essaye de faire en sorte que ces histoires-là n'existent pas. Donc, c'est à peu près ce que je suis en train de connaître et je suis dans des cours et tribunaux pour pouvoir obtenir gain de cause et puis peut-être lâcher ça. C'est une de mes déceptions actuelles. Et je pense que je serai plus regardant dans les autres partenariats que je ferai avec les fils de ce pays parce que je baisse jamais les bras, je continuerai, j'ai pas le choix. Je n'ai que ça comme peuple, je n'ai que ça comme frère et je continuerai de ça. Donc, en bref, c'est un peu ça. Donc, à l'heure actuelle, Royal Garden continue à fonctionner. Ça fonctionne, mais certains associés se sont décidés de dire que je suis viré de la société. Entre-temps, nous, on a un achat, ils ont un akati, ils ont baluka, dividende, personnalité, mifutaka bambongo sans que ngana yeba pendant toutes ces années. Donc, babiloko moko, oh, la gestion et la société, ça l'a maraté. Est-ce que, okoki ko estimer lelo, la hauteur, il y a misolonayo oyo? Eza ebele na TV bona olobango te. Na bakomaki à peu près mais eza mbongo ebele. Po na ngai na niveau na ngai en tout cas eza mbongo ebele. Eza mbongo pe na korozwa na somi lupango eza mbongo. Non, bazo reconnaître ngo quand même. Baza ko na besoin de reconnaître te parce que mbongo ba dilapidé.
Ezali, chiffre pour s'appâter, mais dans le moment où Tozali, il y a une expertise comptable qui a été commandée par le parquet, et je demande juste, dans Kondiamboka, pour aider Batou, une mission éthique aux Aranakata Biloko. Parce que j'ai ouï dire que un de mes associés, Azali, na bolingona moko azobima neti ndeko ya mokonzi ya mboka mwasi wana nde amene nga vie dure kokoselanga makambo ye moko akosi kopresente neti associé partout ake kokosela kosape image na ngai nga naza wa bato batanga na ngai bayebi ke nga ata réponse apamba soki eta motu bazotala ngai tozoba na tv ata réponse apamba nasenga motu te na classe na ngai depuis na banda première maternelle ti na sisi licence na ngai natikala koloba motu te okomi nini nasalaka baexamen na nga moko natangaka et j'ai pas triché. Donc, je continue à espérer être cette personne et ne pas changer. Et pour que nous puissions continuer à parler aux gens qui sont à l'extérieur, à donner l'exemple, il faut que nous-mêmes, nous soyons un témoignage dans Maramwezo les cas. Alors, tant que nous sommes victimes, il y a un système na biso moko, batuana to roloba na bango ni. Tant que nous sommes la biso, mais au défendre le système, au défendre le pouvoir. Mais yo, parce que j'ai eu des messages des gens qui me disent ça. Mais je dis toujours que ce sont des cas isolés. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Ce sont des cas isolés qu'il faut peut-être changer. Ce sont des cas isolés qu'il faut peut-être changer. C'est vrai que nous avons senti que le lobby n'a parce que quand vous investissez, logique investisseur et investissement c'est à la et bota bénéfice. Donc ceux qui bénéficient ces actes, ça prouve à suffisance que pour un moto à chaque misolo, soit à mon avis notre gérant qui va gérer ma baie, soit bon on a payé mais pour te clôturer le dossier on est à Royal Garden parce que tu peux ça malé na suka n'aborder mon lingala parce que réponse na yo pe na lingala qu'est-ce que les gens doivent retenir de ce dossier? Les gens doivent retenir de ce dossier, non, je ne voudrais pas dire des choses négatives, que c'est des bons projets, que l'État doit continuer à faire confiance aux jeunes entrepreneurs congolais pour qu'ils développent ce genre de projet, mais l'État doit aussi accompagner cette jeunesse pour que nous ne puissions pas tomber dans les excès. Parce que Mbongo, tout le monde dit que Mbongo échangera Batou Mingi, Mbongo ils ont transformé Batou, ils ont bébé sa Batou, ils ont mis sa vraie nature à Batou. Or, Mbongo ils ont quelque chose pour atteindre un objectif. On ne peut pas définir les gens à travers l'argent. Ma personnalité, je la définis pas à travers l'argent. Je resterai Yves Makela, Yves Oussama Makela, avec ou sans argent, et en gardant ma dignité. Ce qu'on peut retenir, c'est juste que on a besoin de cette justice que le ministre de la Justice est en train de prôner. Une mission éthique. Que bazouzitan bazokata makambu, bamona ba fait, bakatara makambu. Ce qui est commis par intimidation, tout ça, salam salam comme il se doit, parce que tôt ou tard, vérité babomba on a fermé ça. Justice ezala au chef azali pour prôner, azali pour linga et s'installer dans beaucoup parce que même lui-même il déplorait, mais j'ai vu que il y a des avancées, que nous sommes en train d'avancer vers le bon sens, vers une bonne justice et que nous allons atteindre cet objectif. Voilà, merci beaucoup. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission, mais pendant l'émission, vous avez quand même évoqué le dossier, il y a changement de la Constitution. On comprend que le sang politique est ali. Quelle lecture faites-vous sur le débat qui s'est lancé sur la révision, la révision ou le changement de la Constitution? En tant que politique, vous faites quelle lecture? Bon, moi je pense que premièrement, je pense que c'est inopportun en ce moment. Et je pense que il y a 3 catégories de personnes qui se mettent en avant par rapport à ce débat. La première catégorie, c'est des gens qui veulent faire plaisir au chef de l'État. La deuxième catégorie, c'est les gens qui sont dans les affaires, qui veulent maintenir leur position dans les affaires. La troisième catégorie, ce sont les opposants. Chacun d'eux avance des arguments dont on peut discuter aujourd'hui, mais c'est pas ça le plus important. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la question qui a été posée au porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, et sa réponse donnée. Il a dit que nous sommes focalisés sur la guerre. Et c'est ça. C'est ça la réponse. On a une guerre aujourd'hui. On devra se focaliser sur la paix aujourd'hui. Tout si sa guerre, tout bouter ennemi banda. Ceux qui trouvent ça, la dialogue, tout dialoguer entre Congolais, tout trouver chimère. Ceux qui trouvent bon la Constitution.
ezala biso nyonso na lisanga tobongoli yango. Mais ngai nazala toujours prôner changement de constitution depuis avant Makambo. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit la première constitution de la RDC qui est la loi fondamentale, c'est une constitution qui a été écrite par les Belges, inspirée de la réalité belge et peut-être un peu des problèmes de la table ronde et donnée aux Congolais. Celle de Loulabo de 64, qui prônait un peu le fédéralisme, a pris une grande partie de cette constitution, de la première constitution de la loi fondamentale, et l'a imprégné. Donc c'est toujours les réalités qui ne sont pas les nôtres. Okay. En 67, lorsque Mobutu change la constitution, là encore, il vient renforcer le présidentialisme, de mettre de l'ultra-présidentialisme et renforcer le pouvoir du chef de l'État. Et c'est parti crescendo comme ça, où les gens essayent de faire des constitutions un peu à l'image des politiques. On ne va pas dire que Sun City, c'était une réussite totale parce qu'ils se sont quand même partagé le gâteau aussi. Oui. À un moment donné, il faut qu'on repense l'État, il faut qu'on repense notre nation. Et pour repenser notre nation, quand je parlais par exemple de nommer les gouverneurs, pour repenser notre nation, il faut qu'on fasse une analyse profonde des questions qui nous tourmentent et que cela soit imprégné dans une constitution qui va nous permettre de répondre à ces questions. Là, dans ce sens-là, il y a un besoin fondamental de pouvoir changer la constitution. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, je crois que la priorité de priorité, c'est que nous passons par la paix. Et puis après, on peut se poser ces questions sur le changement de la Constitution. Votre dernier mot? Mon dernier mot, mon mot du jour, c'est de remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant toutes mes campagnes. Nabo Sanabinoté, vous savez que quand j'ai le moyen ou la possibilité d'être là pour vous, j'essaye d'être là. Mais moi-même, je suis en train de me battre. Je me bats parce que je pense que j'ai un rôle à jouer dans mon pays et je continue à me battre pour finalement jouer ce rôle. Et je suis sûr que nous allons imprégner une autre vision telle que le chef de l'État le souhaite. Et je vois que même dans ces changements qui sont en train de venir, aujourd'hui, il est regardant dans la qualité des gens qu'il est en train de mettre en avant. Et c'est cette nouvelle génération que nous voulons. Moi, la seule chose que je peux dire en mot de la fin, c'est de demander au président de la République après lui, qu'il tourne une page qu'il fasse tourner une page à cette classe politique. Elle a perduré. Elle a des tentacules tels que on ne pourra changer que si on fait table rase. Comme on dit, Baba Lusamesa. Il faudrait une nouvelle génération pour ce pays. Une nouvelle génération. On a prié pour que ce soit des chrétiens, mais on voit que les chrétiens aussi, mais on veut que ce soit des hommes consciencieux, amoureux de leur nation. Voilà, merci beaucoup. C'est par ce mot de notre invité que nous mettons un point final à cette émission. Nous rappelons que nous recevions pour vous Monsieur Yves Makela Tutonda. Il est acteur politique et entrepreneur congolais. Merci de nous avoir reçus chez vous pour partager ce moment. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir.